attirés du côté opposé, et les Gantois de Jean de Nevely, arrivés à l'extrémité des bois qui les environnaient, aperçurent, au moment où ils se croyaient déjà vainqueurs, l'armée du duc de Bourgogne qui s'était hâtée de s'éloigner des bords de l'Escaut pour occuper une forte position sur les hauteurs de Gavray. Ils découvrirent en même temps au-delà de cette armée, à l'ombre des tours du château qu'ils venaient délivrer, de grandes potences couvertes des cadavres de leurs compagnons abandonnés par Arnould van der Spitten, et de ceux de quelques Anglais que le duc Philippe avait fait pendre plus haut encore que les Gantois, pour les punir d'avoir été plus fidèles aux communes que leur capitaine. L'armée bourguignonne, qu'Arnould van der Spitten avait dépeinte faible et réduite à 4000 combattants, était aussi nombreuse que formidable. Divisée en 3 corps principaux, elle comptait sous ses bannières tout ce que la chevalerie avait de noms fameux et d'illustres querigeuses, tout ce que les bandes de Condottieri formées dans les longues guerres de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne possédaient de passions avides et cruelles. Philippe voyait autour de lui, dans cette journée, Adolphe de Clèves, Jean de Coïmbra, le comte d'Étampes, les sires de Saveuse, de l'Isle-Adam, de Neuchâtel, de Toulonjon, de la Vieillefville, de Noyelles, de Noircarmes, de Charny, de la Hauvarderie, de Créqui, de Ligne, de Rougemont, de Montigny, de Archy, de Miromont, de Haute-Bourdin, de Crèvecure, de Zuilan, de Goux, de Chandivert, de Falleran, de Fouquézol, de Gramont, de Jaucourt, d'Humières, de Guiche, de Beaumont, et une multitude d'autres chevaliers accourus non seulement de ces États, mais de tous les royaumes de l'Europe. Jean de Croÿ s'était placé au milieu des nobles du Hainaut, ceux de l'Artoise et de la Picardie entouraient le comte de Charolais, parmi ceux de Flandre, les chroniqueurs citent Adrien d'Avesquerque, Philippe Villain, Jos Trieste, Aymon de Grisper, Adrien de Claroute, Henri de Steenbuck, Louis de la Gruothuse, mais le duc les avait relégués à l'arrière-garde, soit qu'il ne se confiât point assez complètement en eux, soit qu'ils se fussent eux-mêmes éloignés d'une lutte fratricide, dominée. Comme les chevaliers les lièrent à Rosebecq par le souvenir de leur origine, et ce sentiment invincible d'affection pour la patrie que la nature a gravé dans le cœur de tous les hommes, naturalium ore patri capsi et origini potius quam militi memor. Philippe parcourait à cheval les rangs des siens. La haine et la vengeance animaient les discours qu'il adressa à ses barons, et quand il arriva près des Picards, il les exhorta également de la voix et du geste. Combattez hardiment, leur disait-il, avant le coucher du soleil, vous serez tout riches. C'était à peu près dans les mêmes termes que Guillaume le Conquérant haranguait 4 siècles plus tôt, les aventuriers normands auxquels son ambition avait promis les dépouilles de la nationalité anglo-saxonne. Il eût été aisé à un observateur habile de reconnaître que la position des Gantois justifiait la confiance du duc de Bourgogne. Le premier corps d'armée avait été entraîné trop loin à la poursuite des Bourguignons, et les difficultés du terrain jointes à la défection des Anglais avaient répandu le trouble et la confusion dans son ordre de bataille. Quoique ce fût sur ces milices que reposassent les plus grandes espérances de la Flandre, la témérité de leur premier succès ne leur permettrait plus de coopérer à un succès plus complet et plus décisif, et enlever aux Gantois tout l'avantage du nombre, puisqu'ils divisaient leurs forces en présence d'ennemis qui leur opposaient toute la supériorité de leurs armes, de leur discipline et d'une longue expérience à la guerre. Cependant le second corps était arrivé de Lamberg et se déployait sur un terrain plus favorable, entre Gavray, Wurst et Beghem, guidé par Thierry de Schauenbroek, Jacques Méhusson et d'autres chefs prudents et intrépides,
protégés d'ailleurs par une redoutable artillerie et par une enceinte de chariots au milieu de laquelle brillait une forêt de piques, il se préparait à se défendre vaillamment et il suffisait qu'il arrêtât les Bourguignons dans leur dernière tentative pour que Gand et la Flandre fussent sauvés. L'avant-garde du maréchal de Bourgogne, qui s'approchait, fut ébranlée par le feu des bombardes flamandes. Les archers du bâtard de Rennes s'avancèrent aussitôt pour la soutenir et la lutte s'engagea. 3 fois les chevaliers bourguignons essayèrent de rompre les rangs des Gantois, 3 fois ils furent repoussés. Un écuyer du Hainaut, nommé Jean de la Guiselle, périt en cherchant à les suivre. D'autres chevaliers voulurent le venger et succombèrent à leur tour. Là tombèrent Olivier de Lannoy, Jean de Poligny et plusieurs nobles serviteurs du duc de Bourgogne. Le mouvement des assaillants avait échoué, ils reculaient déjà après 2 heures d'une mêlée sanglante, et Philippe, qui suivait avec inquiétude les chances du combat, hésitait encore à y intervenir avec les chevaliers qui l'entouraient, quand une explosion effroyable se fit entendre au centre du bataillon carré que formaient les Gantois. Une mèche enflammée avait été lancée sur leur tonneau de poudre. Mathieu Vandenkerkhove, qui commandait leur artillerie, avait été la première victime. On avait reconnu, au milieu d'un nuage de fumée, sa voix expirante qui répétait « Fuyez! Fuyez !» Ce cri qui se mêle à celui des mourants et des blessés, le désordre que les ravages de l'explosion répandent au sein des milices communales, étroitement serrées les unes près des autres, la destruction de toutes les munitions de leur artillerie, la perte d'un de leurs chefs les plus braves, tout tend à ébranler la résolution des Gantois. Ils abandonnent précipitamment leur position, et une retraite confuse succède à un combat acharné. Philippe a remarqué la terreur de ses ennemis, il se porte en avant avec le comte de Charolais et Jacques de Luxembourg, et une longue acclamation retentit parmi les siens, c'est un hymne de victoire. Notre-Dame et Bourgogne, s'est écrié le duc, à sa voix toutes les bannières s'inclinent et passent à sa suite sur les cadavres qui couvrent la plaine. Les Bourguignons, s'avançant rapidement vers Semersaec, rejetaient l'aile droite des Gantois dans les fondrières boisées qui s'étendent au nord de Gavray, et la séparaient de l'aile gauche qui l'enfermait entre les eaux profondes de l'Escaut et la ligne mobile de leurs archers. La situation des Gantois devenait à chaque moment plus affreuse. Jean de Nevely, le bâtard de Blanc-Estrin et quelques autres Gantois qui avaient des chevaux avec eux réussirent à traverser l'Escaut, mais la plupart de ceux qui les imitèrent trouvèrent la mort dans le fleuve. Le plus souvent le poids de leurs armures les entraînait au fond de l'eau, et ceux-là même qui d'un bras plus vigoureux parvenaient à lutter contre le courant périssaient sous les traits que les archers picards leur décochaient de tous côtés. Quelques historiens racontent que leur sang rougit l'Escaut, selon d'autres, leurs cadavres formèrent une digue devant laquelle le fleuve se détourna comme par respect pour le malheur. 800 ou 1000 Gantois s'étaient retranchés dans une prairie entourée d'un large fossé et bordée par une haie d'épines. Puisqu'ils ne devaient plus vivre pour voir leur patrie grande et libre, ils voulaient du moins que leur mort servît à sa gloire. On remarquait parmi eux des échevins, des affements, des bourgeois appelés depuis longtemps à d'honorables fonctions par l'élection populaire. Leur autorité ne leur donnait plus que le droit de mourir au premier rang, mais une dernière espérance était réservée à leur dévouement. Une résistance énergique pouvait, en suspendant la poursuite des vainqueurs, laisser à leurs amis le temps de fermer les portes de Gand et sauver leur foyer des horreurs du pillage et de l'incendie. Cependant, les chevaliers bourguignons, mettant pied à terre, rivalisent d'ardeur pour forcer l'asile des Gantois.
Philippe les encourage par sa présence, et, n'écoutant que la colère qu'il ressent en voyant ces hommes d'armes arrêtés dans leurs attaques successives, il pousse lui-même son cheval au-delà du fossé et se précipite au milieu des Gantois, mais il est aussitôt entouré, et son écuyer Bertrandon de la Brocquière a à peine le temps d'élever son pennon en signe de détresse. Ce signal a été remarqué toutefois par le comte de Charolais, réunissant quelques hommes d'armes pour délivrer son père, il s'élance dans la mêlée, au même moment, un coup de pique latin au pied, et les chevaliers qui l'accompagnent craignent de voir disparaître dans cette arène marécageuse toute la dynastie de Jean sans peur, quand les archers, pénétrant dans le retranchement des Gantois, les contraignent à reculer. Déjà l'on dirige contre eux leurs propres pièces d'artillerie abandonnées sur le champ de bataille, l'issue de la lutte n'est plus douteuse, mais à chaque pas la vigueur de la résistance en retarde le dénouement. Certes, écrit le panetier du duc de Bourgogne qui dans cette journée combattait près de son maître, un Gantois de petit état fils de ce jour tant d'armes et tant de vaillance, que si telle aventure estoit advenue à un homme de bien ou que je le sceus nommé, je m'acquittais roi de porter honneur à son ardement point. La tâche qu'a laissée incomplète le chroniqueur qui admirait, même chez les adversaires du duc de Bourgogne, un dévouement et un courage que rien ne pouvait intimider ni affaiblir, est celle que je m'efforce aujourd'hui de remplir à l'honneur de la mémoire de nos pères. Un chroniqueur catalan rapporte qu'il vit dans ses rêves apparaître un vénérable vieillard, vêtu de blanc, qui lui dit « Je suis le génie de l'histoire, compose un livre des grandes choses que tu as apprises. » Moins heureux que ce chroniqueur, je n'ai vu que l'image de la patrie assise sur une tombe, les pieds meurtris, le sein déchiré, le front chargé de poussière, demandant en vain aux témoins de sa décadence présente les pompeux récits de sa grandeur passée. C'est à sa voix que j'ai entrepris ce long et pénible pèlerinage de l'histoire qui, ressuscitant la mort et peuplant le néant, rebâtit à son gré, dans la solitude, les grandes cités et les foyers heureux des nations prospères. Je l'ai suivi, par l'étude attentive des sources écrites, depuis la tente vagabonde du Fléming jusqu'au comptoir du marchand de la Hanse, du château de Robert de Comines à Durham jusqu'aux remparts de Lisbonne et de Bénévent, jusqu'aux tours de Byzance et de Jérusalem, puis, lorsqu'aux palmes des guerres lointaines succédait la paix intérieure, fécondée par les merveilles de l'industrie, je l'ai continué pas à pas avec l'ardeur du voyageur et de l'antiquaire sur la terre natale de ces illustres représentants des communes dont j'avais à peindre les vertus ou les exploits, dans les lieux où ils naquirent, luttèrent et moururent. Tantôt, dans l'enceinte désolée des cités reines de la triade flamande, mon regard, trompé par mes souvenirs, rendait au marché du vendredi, à Gand, tout son peuple transporté par l'éloquence d'Johannes et d'Ackermann, au faubourg d'Ypres leurs innombrables métiers, aux rues de Bruges ces somptueux ornements d'orfèvrerie que leurs habitants prodiguaient pour flatter les ducs de Bourgogne, tandis qu'ils eussent pu leur montrer comme un plus noble gage de fidélité la pauvre maison où Louis de Malle avait trouvé un asile, tantôt, au sein d'une riche campagne ou bien au milieu des bois et des bruyères, j'allais tour à tour sonder la fondrière couverte de roseaux qui fut le ruisseau de Groenningue, et me reposer à Azincourt sur les débris du manoir que remarqua Henri V, ou à Gingat sous l'orme de Bayard, retrouvant au Beveroutsveld le camp de Philippe d'Artevelde victorieux, à Rosebecq le ravin étroit où il périt vaincu et fugitif, mais jamais mon émotion ne fut plus vive qu'au moment où l'on me fit voir au bord de l'Escaut le théâtre de l'extermination des 800 Gantois qui arrêtèrent toute l'armée victorieuse du duc de Bourgogne. Vu de là, les collines de Semersaec, par un bizarre rapprochement,
rappellent assez exactement les hauteurs de Rosebecq lorsqu'on les découvre du quai à Herberg. Le rideau des haies et des arbres me cachait Gavray et le vallon où le combat s'engagea, mais je découvrais derrière moi les clochers de Gand. Ainsi les derniers défenseurs de la liberté flamande aperçurent de leur dernier asile la fumée du toit paternel. Ce spectacle put contribuer à soutenir leur énergie dans le combat, et leur œil mourant salua sans doute les remparts qu'ils ne devaient plus revoir. Les habitants de Gavray et de Semersaec conservent pieusement ces traditions d'un autre temps. Ils donnent encore auprès de 1453, en souvenir du combat dont il fut le théâtre, le nom de Rudzy, mer Rouge, presque synonyme de celui du Bloed-Miesche de 1302. Que de flots de sang ont coulé entre ces deux prairies. 20 000 Gantois avaient succombé à la bataille de Gavray, 300 à peine furent faits prisonniers et le duc ordonna qu'on les mît à mort. Cependant, quand il laissa s'abaisser ses regards sur cette plaine jonchée de morts et sur ce fleuve dont les ondes ensanglantées ne charriaient que des cadavres, il ne put s'empêcher de s'écrier, quel que soit le vainqueur, je perds beaucoup, car c'est mon peuple qui a péri, et là, ajoute Chastelain, faste la première fois qu'il avoit eu pitié des Gantois. Pitié douteuse après le combat et les supplices, surtout lorsqu'on voit Philippe oublier aussitôt pour conduire les siens de l'extermination du champ de bataille à l'assaut de Gand, c'est-à-dire au sac et au pillage, mais il fallait chercher un guide qui enseignât le chemin le plus facile. On s'empara d'un laboureur, on le menaça, on le contraignit à marcher le premier à l'avant-garde, il obéit, et exécutant son dessein au péril de ses jours, il ramena l'armée bourguignonne, par des routes détournées, au camp qu'elle occupait la veille. Comment, s'écria Philippe, je entendois qu'on me menace droit à Gand et on m'amène en mon logis. Le guide avait disparu, noble trait de courage qui sauva Gand et confirma les espérances que d'autres défenseurs de la Flandre avaient payées de leur sang en mourant pour retarder l'issue du combat. Déjà d'épaisses troupes de fuyards se pressant en désordre avaient paru devant Gand, on leur avait fermé les portes de crainte que les Picards ne pénétrassent avec eux dans la ville, mais les femmes éplorées, assemblées sur les remparts, cherchaient à reconnaître parmi eux un père, un épouse ou un fils, et les interrogeaient de loin sur les désastres de cette journée. Il n'y avait point de famille qui n'eût été frappée dans ses affections les plus chères, point de maison qui n'eût son deuil. 8 échevins de Gand étaient morts les armes à la main, 200 moines accourus au combat, à l'exemple du frère Lai de Terdouist, qui s'illustra à la bataille de Courtrai, n'avaient pas reparu, ils gisaient à Gavray dans leurs robes de bure au milieu des cottes d'armes ensanglantées. Pendant toute la nuit des gémissements lamentables retentirent à Gand dans toutes les rues, et l'effroi s'accrut le lendemain à l'aspect des hommes d'armes bourguignons. L'on se préparait à repousser leurs tentatives hostiles lorsqu'on distingua au milieu d'eux Gauvin Quiéret et le roi d'armes de Flandre, porteurs d'un message pacifique. Le duc de Bourgogne avait, le soir même de la bataille, réuni son conseil, le sire de Créqui et les chevaliers les plus sages insistèrent pour que l'on offrît la paix aux Gantois, telle qu'on l'avait proposée à leurs députés aux conférences de Lille. Ils représentèrent sans doute que Gand pouvait se relever et venger ses pertes ou tout au moins en réparer les malheurs, que le siège d'une si grande cité présentait toujours, par les difficultés qui en étaient inséparables, des chances incertaines de succès, que cette guerre pouvait d'ailleurs être troublée par des complications extérieures, soit par de nouveaux bouleversements en Angleterre où les communes favorisaient les communes flamandes, soit par les triomphes des Français en Guyenne qui permettraient à Charles VII de prendre ouvertement leur parti.
Philippe adopta cet avis et fit apposer son sceau sur des lettres où il engageait les Gantois à traiter sous la protection d'un sauf-conduit. Une suspension d'armes avait été conclue, elle devait durer jusqu'au 25 juillet à midi. Dès le point du jour, l'assemblée du peuple fut convoquée. Le bâtard de Blanc-Estrin et les compagnons de la Verte Tente se rangèrent du côté de ceux qui voulaient continuer la guerre, mais la plupart des bourgeois jugeaient que le moment était arrivé de fermer les plaies de ces longues guerres civiles. On racontait d'ailleurs que, par exception à une sentence commune, quelques-uns des plus notables bourgeois de Gand, tombés au pouvoir des Picards, avaient été épargnés, parce que les Picards en attendaient de riches rançons, rejetaient toute négociation, c'étaient les condamnés à la mort. Parmi les députés de Gand, on remarquait l'abbé de Tronchienne, le prieur des Chartreux, Baudouin de Fosseux, religieux de Saint-Bavon, Jean Rime, Simon Borlu et Antoine Sersanders. Ce fut en vain qu'ils s'adressèrent au comte de Charolais pour que l'on adoucît les conditions de la paix. Ils ne pouvaient guère espérer qu'on modifiât, après leur revers, les propositions qui leur avaient été faites au temps de leur puissance, et on se contenta de leur répondre, que seulement on ne leur changera unga pour ung b. Le traité de Gavray fut conclu le lendemain. Il portait que le doyen des métiers et le doyen des tisserands n'auraient plus de part à l'élection des échevins, que les usages qui réglaient la concession du droit de bourgeoisie seraient abrogés, que les sentences de bannissement ne pourraient être prononcées par les échevins qu'avec l'intervention du bailli du duc, que les échevins de Gand ne pourraient plus faire publier des édits, ordonnances ou statuts sans l'autorisation du bailli, et qu'il ne leur serait plus permis dorénavant de placer leur titre au haut des lettres qu'il écrirait aux officiers du duc, que les Gantois livreraient leur bannière au duc, en signe de la réparation de l'offense que seuls de Gand ont commise en éslevant et portant contre Louis cette bannière, qu'ils supprimeraient les chaperons blancs établis, sous couleur d'exécuter leurs sentences et commandements, qu'ils ne connaîtraient plus des appels interjetés dans le pays des quatre métiers, dans le pays de Ouez ou dans les châtellenies d'Alost, d'Audenarde et de Courtrai, qu'ils paieraient une amende de 200 000 riders d'or et 50 000 riders pour relever les croix et les églises, que les affements, les échevins et les doyens, accompagnés de 2000 bourgeois de Gand, feraient amende honorable au duc, à 2000 lieues hors d'Isselville, à tel jour qu'il plaira à mon dit seigneur ordonné et déclaré, à savoir les 10 oufements tout nus en leurs chemises et petits draps, et tous les autres des choses et nus. Test, et tous se mettront à genoux devant mon dit seigneur, et estant en l'estat dessus dit, diront, en langage François, que faussement et mauvaisement et comme rebelles et désobéissants, et en entreprenant grandement à l'encontre de mon dit seigneur et de son autorité et seigneurie, ils se sont mis sus en armes, ont créé affements et couru sus à mon dit seigneur et ses gens, qu'ils s'en repentant et en requièrent en toute humilité merci et pardon à mon dit Seigneur. Et ce fait, tous ensemble et à une voix crieront merci. On y lisait de plus que les portes de la ville par lesquelles les Gantois étaient sortis pour attaquer Audenarde seraient fermées le jeudi de chaque semaine, et que celle qui s'ouvrit à leur armée se préparant à combattre le duc lui-même à Rupelmonde serait, murée et à toujours condamnée. Pour reproduire toute la physionomie de ce traité, il faut y ajouter cette phrase latine de Jean de Schoonhoven qui dressa l'acte public de la soumission des Gantois, acta furin hc incempis in exercitu prop castrum de Gavray in domincula portabili illustrissimi domini duci. Le notaire s'inquiétait peu de l'élégance du style dans la rédaction de ce parchemin où le duc de Bourgogne pouvait imprimer pour sceau la pointe sanglante de son épée. Cependant,
quelle que soit la forme de la soumission, toujours si humble dans les usages, quoique les Mureș fussent si fiers, il faut remarquer dans ce traité une tendance à donner sur plusieurs points satisfaction aux réclamations des Gantois. Leurs privilèges furent maintenus par une charte spéciale où le duc déclara vouloir qu'ils restassent entiers en leur franchise. La liberté des personnes fut garantie, et Gand ne déposa les armes qu'en trouvant dans la paix même une protection suffisante pour les capitaines et les magistrats qui avaient combattu pour ses droits. Il fut aussi expressément entendu que si le bailli refusait de soutenir les échevins dans l'exercice de la justice, ou cherchait à étendre son autorité criminelle et civile au-delà des termes du privilège de Guy de Dampierre du 8 avril 1296, Vessin, il serait privé de son office, et de plus, puni et corrigé selon l'exigence du cas. Les bourgeois de Gand devaient continuer à ne relever que du jugement de leurs échevins, s'ils commettaient quelque délit, hors franche ville de l'Oye, c'est-à-dire dans un lieu où leur manqueraient les garanties protectrices des institutions communales. Enfin le duc de Bourgogne abandonna, quoiqu'il eût été vainqueur, le projet de rétablir la gabelle du sel, cet impôt odieux qui avait été la source de toutes les divisions, et l'un de ses premiers actes, après la pacification de Gand, fut de faire enfermer au château de Rupelmonde Pierre Bodins, dont les intrigues avaient profité de ces discordes pour allumer la guerre. Ajoutons qu'en 1454 le duc remit aux Gantois une partie de l'amende qui leur avait été imposée, et qu'en 1456 il leur accorda quelques nouveaux privilèges afin que le retour de leur prospérité les consolât de leur abaissement et de leur humiliation. Moins généreux à l'égard des villes qui étaient restées étrangères à l'insurrection, il avait résolu, à l'exemple de Louis de Malle après la bataille de Rosebecq, de les obliger à venir remettre entre ses mains toutes leurs anciennes chartes de privilèges, pour qu'elles fussent revues et scellées de nouveau. Leur fidélité lui avait uniquement appris qu'ils n'avaient rien à redouter de leur puissance. 2 jours après son triomphe, le 25 juillet 1453, le duc de Bourgogne en avait adressé, de son camp de Gavray, une pompeuse relation au roi de France, lesquelles choses, disait-il en terminant, je vous signifie, pour ce que je sais de certain que serez bien joyeux desdites nouvelles et de la grâce que Dieu m'a fait présentement. Cette lettre parvint à Charles VII le 9 août. La nouvelle du combat de Castillon, où Talbot avait péri, ne le consola peut-être pas du résultat de la bataille de Gavray. La soumission de la Guyenne était désormais inutile à l'accomplissement de ses desseins sur la Flandre. Il ne restait plus à Philippe qu'à recevoir solennellement, en sa grâce, ces bourgeois de Gand qu'il avait en 1443 retenus captifs pendant quelques jours. Le 30 juillet, vers midi, à Leudeberg, assez près de la porte Saint-Liévin, il se plaça au milieu de son armée rangée en ordre de bataille. Il était lui-même armé de toutes pièces, et montait le cheval qui avait été blessé sous lui dans le pré de Semersaec. Le maréchal de Bourgogne conduisit successivement près du duc les magistrats et les bourgeois de Gand, les uns, en leurs chemises et petits draps, les autres vêtus de deuil, sans ceinture et sans chaperon. Baudouin de Fosseux, moine de Saint-Bavon, prit la parole en leur nom et demanda, par 3 fois, merci pour le peuple de Gand. Philippe répondit en français, soyez-nous dorénavant bons sujets, nous vous serons bons et loyal seigneur. Puis, sans entrer à Gand, il reprit la route d'Audenarde. On portait devant lui, comme des trophées de sa victoire, les bannières des métiers qu'il s'était fait remettre, et ce fut par son ordre qu'on les déposa, partie à Notre-Dame de Halle, partie à Notre-Dame de Boulogne.
Depuis ce jour, dans les fréquents pèlerinages qui se dirigèrent de Gand vers ces sanctuaires vénérés, les souvenirs de la patrie puissante et libre se mêlèrent à toutes les prières, se retrouvèrent dans tous les vux. L'année 1453 fut la plus triste du XVe siècle, elle vit aux deux extrémités de l'Europe le triomphe de la force sur la civilisation, représenté ici par les traditions expirantes des lettres, là par les progrès sans cesse croissants de l'industrie et des arts. Les Ottomans de Mahomet II envahissaient Constantinople, héritière d'Athènes et de Rome, au moment où les Picards de Philippe effrayaient par leur violence ce peuple et ces cités que l'éloquent historiographe de la maison de Bourgogne appelle lui-même, très grave peuple, et ville de grande politie, lesquels s'il convient régir, en justice et en droit. Table. Page. Livre 14e. Marguerite de Malle et Philippe le Hardi. Nouvelle invasion de Charles VI. Pacification de la Flandre. Croisade de Nicopoli. Un livre 15e. Jean sans peur. Tendance des communes à reconstituer la nationalité flamande. Combat, crimes et intrigues. 55 livre 16e. Philippe l'Assuré ou le Bon. Continuation des guerres en France. Trouble de Bruges. Splendeur de la cour du duc de Bourgogne. 98 livre 17e. Insurrection des Gantois. Combat de Lokeren, de Nevely, de Basle. Bataille de Gavray. 166 Fin de la table du tome 3e. Astérisque End of the Project Gutenberg e-book Histoire de Flandre, T3/4, Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1.
General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique Works 1.a by reading or using any part of this project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agrément. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg Symbol Marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg Symbol Marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg Symbol Marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg Symbol Marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg Symbol Marque commerciale work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to,
or order immediate access to, the full project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request,
of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commerciale licence as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Bu et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked assumption to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that et does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale licence. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2
Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and all the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol mark commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol mark commercial work. And C. Any defect you cause. Section 2.
Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commerciale. Project Gutenberg symbol marque commerciale is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commerciales goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Générale information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique Works Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, a produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.